Les enfants sont des victimes directes de la violence conjugale. Souvent, on va entendre: «Oh, ils n'ont rien entendu, ils n'ont rien vu». Ils voient tout, ils sentent tout. Ces enfants-là, ce qu'ils veulent, c'est, que maman, elle arrête de pleurer, que maman, il lui arrive rien. Ils sont profondément inquiets pour maman. Donc, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode d'Entre tête et cœur. Et aujourd'hui, je reçois Sabrina Lemeltier, qui est la directrice générale de l'organisme La Dauphinelle, qui se spécialise en fait dans des services pour les femmes victimes de violences conjugales. Tout d'abord, Sabrina, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'ai connu votre organisme en 2019 lors de votre événement bénéfice, grâce à une amie en commun, Louise Mallette, que je salue d'ailleurs. Puis ça m'a vraiment, depuis, j'ai vraiment votre organisme tatoué sur le cœur. Ça m'a vraiment touché ce que vous faites. Donc c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir m'entretenir avec vous et en discuter plus amplement aujourd'hui. Merci pour l'invitation, c'est touchant. Avant d'aller plus loin, notre balado est commandité par les fruiteries urbaines Fraîchement Bon. Puis, avec eux, on a décidé de faire découvrir des produits qui sont vendus en boutique, mais de s'adapter aussi un petit peu à l'invité du jour. Donc, comme vous êtes française d'origine, j'ai décidé de vous offrir deux produits. Donc, les premiers sont les croustilles Bretts, que vous devez sans doute connaître, à saveur de pesto et mozzarella. Puis le deuxième, des mini-madeleines Saint-Michel. Donc, j'hésitais si vous étiez plus sucré salé, donc je suis allée avec les deux pour être sûre de ne pas faire de jaloux. Le résultat est garanti. Merci. Excellent. Donc, je voulais savoir un petit peu, moi, Sabrina, j'étais curieuse d'en connaître davantage sur votre parcours parce qu'aujourd'hui, vous êtes la directrice générale de la Dauphinelle. Mais parlez-moi un peu de votre parcours de vie, votre parcours professionnel. Comment la vie vous a-t-il mené à ce poste-là? Bon, est-ce qu'on a 3 heures devant nous? Non. Mais je viens de France, comme le dit, mon accent. Je suis arrivée au Québec, en 2000. Alors en France, ce que j'ai fait, c'est un diplôme d'État, d'éducatrice spécialisée qui est un peu un mix travail social, psychoéduc, ici. Mais j'avais aussi fait, un bac en administration économique et sociale parce que c'était une évidence pour moi que je voulais être sur le terrain, mais à un moment donné, être plus en mode, je dirais supervision d'équipe. En France, j'ai travaillé, dans différents milieux parce que je suis curieuse de nature. Là, j'étais en pédopsychiatrie, j'étais, travailleuse de rue dans des quartiers, sensibles. J'ai travaillé avec les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, dans l'équivalent de la protection de la jeunesse. Quand je suis arrivée, j'étais une jeune maman là, avec un petit bébé dans les bras, donc fallait que je découvre. J'avais jamais postulé à un travail. Il fallait que je m'intègre, il fallait que je comprenne les codes. Ça m'a pris, je dirais, 1 an et demi, 2 ans, me retrouver à un endroit et j'ai commencé à travailler avec les jeunes de la rue comme intervenante, terrain, directement, dans le plateau Mont-Royal. J'ai adoré, mon expérience et assez rapidement, on m'a offert une, direction, intérimaire. Une directrice d'un organisme était, malade, absente à long terme et je l'ai remplacée. Ce qui devait être, un remplacement s'est transformé en 3 ans. En Wow. 3 ans et puis j'ai toujours dit que la job de ma vie ne me passerait pas sous le nez. Fait que, en 2006, donc ça fait que 6 ans que je suis au Québec, je vois une annonce dans la presse, papier, du samedi matin et là, c'était écrit: «Maison d'hébergement cherche directrice générale». J'ai postulé. Et puis, j'ai été prise et je dis il y a comme des rencontres dans la vie, humaines, amoureuses, professionnelles. Moi, la Dauphinelle, ça a été, ma rencontre professionnelle. C'est-à-dire que quand je suis rentrée dans cette maison, ça a vraiment été mon coup de cœur. Vous vous êtes sentie sur votre X à ce moment-là. Exactement, je me suis sentie à ma place. J'ai senti que j'avais toujours travaillé d'un côté ou de l'autre, du côté du parent ou du côté de l'enfant. Et puis ce que j'aimais là, c'est qu'on avait maman et enfant ensemble dans une problématique dont j'ignorais tout honnêtement. Là, moi, la violence conjugale, pas un sujet qui m'avait particulièrement Mais ça, dans le intéressée. fond, parce qu'il faut le dire, la Dauphinelle, vous hébergez non seulement les femmes, mais également leurs enfants. Les enfants sont même plus nombreux que les femmes parce que souvent, les femmes ont un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Notre grand record, c'est 12 enfants avec une seule maman.
Donc, par année, on parle d'une centaine de femmes et 150 enfants à l'hébergement d'urgence. Oh, c'est quand même incroyable. Donc, pour vous, là, la cause des personnes, disons, un peu plus vulnérables, ça vous a toujours tenu à cœur, là. C'est comme votre mission de vie d'aider une personne dans le besoin, là, dans le fond. Je dirais toutes les vulnérabilités. Il y a une chanson de Maxime Le Forestier qui dit qu'on ne choisit pas son pays, on ne choisit pas sa famille. Où on est, c'est vraiment un hasard. Alors, des fois, ça va être très difficile selon le pays où on est. Des fois, ça va être très difficile selon la famille où on est. Puis après, il y a ce qu'on appelle la résilience, là, qui est des fois galvaudée, mais moi, j'y crois en ce phénomène-là, en cette capacité de l'être humain à revenir. Donc, les vulnérabilités, je pense que ça va être une question après d'accompagnement et de rencontre. Puis on peut avoir vraiment des difficultés dans la vie. Puis à un moment donné, croiser quelqu'un ou avoir un accompagnement ou tout simplement ne pas se sentir jugé qui va permettre à l'être humain de rebondir, de continuer de grandir, d'évoluer. Donc oui, toutes les vulnérabilités m'intéressent. Je pense que je pourrais travailler avec toutes sortes de problématiques à partir du moment que c'est un être humain qui vit une difficulté. Donc, c'est ce qui vous touche un peu, un être humain qui vraiment se relève et reprend le contrôle de sa vie, que vous soyez cette personne-là qui lui donne un petit coup de pouce pour se relever, ça, c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous touche. Ben, quand j'étais intervenante, clairement, j'avais besoin de sentir cette... alors, ça marche pas à tous les coups, hein. Alors, quand on est jeune, Oui. on le vit difficilement. En vieillissant, c'est autre chose. Maintenant, en tant que directrice, c'est de donner les moyens à mon équipe d'accompagner les femmes et les enfants, d'être capable de leur donner des services de qualité, mais aussi de... Le titre de notre rapport annuel là, qu'on va déposer ce soir, c'est « Continuer de grandir ». Donc, en tant qu'organisme, continuer de grandir pour répondre aux nouveaux besoins, aux nouvelles réalités. C'est ça qui va Toujours vraiment... s'adapter, évoluer. Ne pas penser qu'on a la réponse. Et en effet, les femmes, en tout cas moi, les femmes, à partir du moment qu'elles rentrent à la Dauphinée, pour moi, sont plus des victimes, sont des survivantes. Et elles ont une prise de pouvoir. Puis... les prises de pouvoir, c'est jamais doux, là, c'est jamais facile, mais elles le font. Puis nous, on est là pour les accompagner dans cette prise de pouvoir. Est-ce qu'elles puissent dire non, même si ça fait pas notre affaire, mais que leur non soit reçu avec empathie et bienveillance. J'ai également lu que vous étiez la présidente de l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape. En quoi ça consiste, en fait, ce poste-là? Puis c'est quoi votre mission en tant ayant ce poste-là? Alors, c'est comme prendre une autre job à côté. C'est vraiment c'est une présidence d'un organisme. L'Alliance, c'est vraiment regroupe des maisons d'hébergement de deuxième étape. Donc, on parle de logements transitoires sécuritaires qui s'adressent aux femmes qui sont le plus à risque d'un féminicide, d'un homicide en contexte de violence conjugale. On va leur offrir des séjours à plus long terme. L'Alliance, ce qu'elle fait, là, c'est vraiment... Elle a travaillé pour que ces maisons-là, il y a encore... pas très longtemps que ça, n'avait pas de financement très, très important pour donner des services. Donc, défend les droits des femmes et des enfants d'être accompagnés par des organismes qui sont convenablement financés. Va aussi faire des représentations politiques auprès du gouvernement, que ce soit provincial, fédéral, même des municipalités, pour toujours s'assurer que les organismes puissent donner leur service. Je vous dirais un exemple. Par exemple, en ce moment, on a plus d'une vingtaine de projets qui sont en construction à la grandeur du Québec. Mais c'est de travailler avec les municipalités, c'est de travailler avec le financement, c'est de s'assurer. Moi, en tant que présidente, j'accompagne surtout la coordonnatrice au dossier politique, qui se nomme Gaëlle Fédida, dans ces rencontres. J'essaye aussi de partager ma réalité de maison d'hébergement pour que des chiffres soient illustrés par des exemples concrets de conséquences sur le terrain si on n'adresse pas des solutions qui permettent de changer réellement les choses. Donc, c'est passionnant. Je travaille aussi avec l'Alliance sur des dossiers de fond. Donc, je peux travailler dans des recherches, je peux travailler dans des comités d'experts, être consultée sur des lois, déposer mémoire avec l'Alliance sur des projets de loi, de réforme de loi. C'est vraiment... j'adore. C'est beaucoup d'engagement, mais j'adore. Parce que vous aussi, vous sentez, j'imagine, que les choses avancent avec votre engagement, avec votre aide.
Tu sais, c'est comme un travail d'équipe là, qui fait avancer les choses dans la bonne direction. C'est comme un écosystème, en fait. Moi, je le vois comme ça. Si je reste dans la maison d'hébergement, on va faire un super travail, mais la société va pas changer. Exact. Donc, c'est vraiment de réussir à sortir. Moi, je disais toujours, faut sortir de nos murs, faut parler des victimes. Quand je suis arrivée à la Dauphinelle, on parlait pas de violence conjugale. C'était encore tabou, hein. C'était même pas intéressant. Ah oui, hein? Oui, oui, moi, je sentais, quand même, je sollicitais des fois des gens, puis ils me disaient, mais moi, Sabrina, les gens vont croire que je suis une victime ou que j'ai été victime, dont la peur d'être jugée. Euh, S'il était identifié à la cause. ouais, exactement. Donc, en travaillant à l'intérieur de la maison, en travaillant à l'extérieur, en travaillant avec les politiques, en travaillant avec les partenaires d'affaires, en travaillant avec la société civile dans son ensemble, c'est comme ça qu'on va changer les choses. Parce que on a toute la réponse. C'est juste qu'on a un petit bout de la réponse pour mettre fin à la violence faite aux femmes. Exact, faut travailler ensemble, tous ensemble. Tous ensemble dans une prise de conscience. Et puis après, il faut que les lois soient cohérentes. Il faut que les victimes aient des accompagnements qui soient complets. Donc, que si une femme décide, par exemple, de quitter, mais qu'il y ait une maison d'hébergement qui est suffisamment, qui ait de la place pour l'accueillir, qui puisse lui ouvrir ses portes, qu'ensuite un système de justice puisse accompagner sa plainte, la sécuriser. Ensuite, que l'employeur, maintenant de la loi, hein, demande aux employeurs de prendre soin de leurs employés victimes. Donc, que les employeurs comprennent que va peut-être falloir changer une certaine routine, changer le numéro de poste de téléphone, accompagner madame à sa voiture pendant quelques temps. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec les employeurs. Donc, c'est vraiment multiple. Même la santé, qu'on ait un accueil, un dossier, un sujet là, qui nous préoccupe beaucoup en ce moment, c'est les traumatismes crâniens. Donc, toutes les commotions cérébrales. Donc, que la science accompagne aussi. Parce qu'une femme qui n'aura pas un diagnostic pourrait être jugée comme inadéquate pour ses enfants. Moi, j'ai un exemple très concret. Madame, elle arrivait toujours en retard à ses rendez-vous, voire oublier les rendez-vous médicaux de son enfant qui avait des besoins particuliers. La protection de la jeunesse pensait que c'était une maman Négligente. exactement. Alors que madame avait vraiment un problème de santé qui s'expliquait, mais on a pris du temps à nous-mêmes comprendre c'était quoi l'enjeu, ensuite à avoir un diagnostic et ensuite qu'elle soit prise au sérieux dans son diagnostic. Donc Wow. c'est des exemples concrets de ce travail qu'on doit faire, je dirais, multiple, avec par contre un engagement, je pense, gouvernemental qui est clair, que la violence faite aux femmes n'est pas admissible en 2023, ne l'a Mm, jamais été. exact. Et Mais qu'il faut plus protéger nos femmes et nos enfants. exactement. Puis, l'année dernière, dans le fond, en 2022, vous avez fêté les 40 ans de la Dauphinelle. Pour ceux qui ne connaissent pas votre organisme, qu'est-ce que vous offrez? C'est quoi vos services? Comment ça fonctionne, la Dauphinelle? Exemple, moi, je suis une femme qui fait appel à vos services parce que je suis dans l'urgence de sortir de mon domicile. Il y a plusieurs façons d'entrer en communication avec nous. C'est l'appel, bien sûr. Donc, on a un hébergement, qu'on va dire, d'urgence ou de première étape. Mais c'est de l'urgence, c'est-à-dire qu'on accueille dans les 3 heures de l'appel, après une évaluation téléphonique, pour s'assurer qu'on ait la bonne ressource pour des raisons souvent de sécurité, hein. Donc, c'est la fréquentation, le travail, le lieu de résidence sont des éléments qu'on doit prendre en considération pour accueillir madame et ses enfants. Madame arrive, elle a sa chambre, elle partage les espaces communs et elle va avoir un accompagnement qu'on dit psychosocial, donc qui permet vraiment de mettre fin au cycle de la violence conjugale, qu'on va faire sur plusieurs semaines. Pour des femmes, il y a besoin de plus de temps, pour d'autres femmes, moins de temps. Pour des femmes, il faut encore plus de temps, c'est-à-dire qu'il y a un niveau qu'on évalue d'homicide possible. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter d'offrir un séjour de deuxième étape, c'est-à-dire là, c'est un logement. Madame se retrouve en autonomie dans son logement avec ses enfants, mais a toujours le même niveau de sécurité. Donc, personnel 24/7, toutes sortes de mesures de sécurité qui nous assurent et surtout une adresse confidentielle. C'est ça le plus important. Ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est que justement, on s'est dit, c'est super ce qu'on fait, mais c'est pas suffisant. Qu'on a décidé d'agir dans la communauté.
Et qu'on offre vraiment maintenant des ateliers de prévention et de sensibilisation. Oui, j'ai Ouais. vu ça aussi, justement, j'allais vous en parler. Dans le fond, j'ai vu que vous allez dans des entreprises, dans les écoles, vraiment pour sensibiliser sur le sujet de la violence conjugale. Je dirais que C'est... même maintenant, quand je présente d'abord le volet prévention. Ah oui, Le hein. but, c'est qu'elles viennent pas à la maison d'hébergement. On est capable de désamorcer des choses dans la communauté avant que ça soit trop ancré. Il y a des femmes, là, on leur laisse notre carte et puis après un atelier en entreprise, hein, on a donné des ateliers dans toutes sortes d'entreprises. On a une très belle réponse à la communauté des affaires. Elles vont appeler en disant ben, moi, je m'inquiète pour mon amie. Peu importe que ce soit son amie ou elle-même. Puis là, on va l'accompagner, puis on va lui donner des petits trucs. On va l'aider à faire une évaluation elle-même de sa situation. Puis après, c'est à elle de prendre sa décision. Si elle décide, oui, je veux quitter, mais c'est correct, puis qu'on évalue qu'il n'y a pas un niveau de dangerosité, elle est au tout début du cycle. Donc, on peut lui faire un service, un suivi externe, c'est-à-dire que c'est vraiment une intervenante spécialisée en violence conjugale de la Dauphinelle qui l'accompagne à l'extérieur de nos murs, qui va faire le même travail, qui va l'accompagner s'il y a une séparation à faire, s'il y a une plainte à faire, si, scénario de sécurité, on va tout faire ça dans la communauté. Après, urgence, deuxième étape, et puis je reviens un peu en arrière, ce qu'on va faire aussi, c'est la femme, même après 1 an, la femme et les enfants, là, on va l'accompagner dans la communauté, dans nos services post-hébergement. C'est-à-dire qu'il y a une intervenante à temps plein qui suit les femmes qui ont encore besoin de services. Et puis là, on a un tout nouveau projet. On va aussi être capable de donner des services d'éducation spécialisés aux enfants en suivi de ce qu'ils ont eu avec nous, aussi dans le retour, donc dans le nouvel appartement. On va s'assurer, par exemple, que les services du CLSC se mettent en place, qu'elle rencontre les organismes communautaires de son quartier, qu'elle ne tombe pas dans la pauvreté. Parce que c'est documenté, hein, que les femmes, quand elles se séparent, souvent vont devenir plus pauvres, vont s'appauvrir, mais les femmes victimes de violences conjugales, doublement. Ah oui, hein. Oui, elles ont vraiment des conséquences. Une des violences post-séparation, c'est le non-versement de la pension alimentaire. C'est courant. C'est refuser, par exemple, des séparations de biens, c'est refuser la vente de la propriété. C'est toutes sortes d'astuces pour appauvrir la femme. Arrêter de payer l'école des enfants. Les enfants fréquentaient une école privée. Arrêter de payer pour le sport d'élite de l'enfant. Ne pas rendre la voiture à madame. Elle avait une voiture, elle est partie sans la voiture, refuser de lui rendre la voiture. Donc, c'est beaucoup de procédures judiciaires qui vont faire que les femmes s'appauvrissent, qu'elles n'ont des fois pas le droit à certaines aides parce que sur leur relevé d'impôt, elles ont un bon revenu. Mais ça va nous prendre 1 an et demi à 2 ans à éclaircir tout ça pour que des décisions puissent être prises. Des hommes qui vont arrêter de travailler pour pas verser la pension alimentaire aux OK, enfants. ça peut aller très loin. Puis des enfants qui vont faire des deuils. Le sport d'élite, on a connu ça, là. Donc un enfant qui faisait vraiment sport d'élite, très, très doué dans son sport et c'était terminé du jour au lendemain parce que ça avait un coût. Donc ça, c'est pour ça que l'accompagnement qu'on va donner dans la suite va permettre aussi de dire chaque problème, on l'adresse. Chaque problème, on y trouve une solution. Souvent, j'ai l'image du marathon aux femmes quand elles pleurent. Je vais avoir l'air dur quand je dis ça, mais moi, je leur dis, quand on court un marathon, on ne pleure pas, on boit de l'eau. Alors, j'ai vide-toi le cœur, pleure un bon coup, on se fait un câlin, puis commence à boire de l'eau parce qu'il va falloir tenir. Et puis l'idée, c'est que de diminuer l'impact de cette violence à distance, qui est une vraie violence, mais commencer à diminuer l'impact que ça a sur moi pour être capable que je puisse courir mon marathon, que je bois de l'eau, je m'hydrate et j'arrive au fil d'arrivée. Donc une projection aussi dans le temps et dans le résultat. Ça va aller mieux, pas tout de suite. C'est un témoignage qui m'avait beaucoup touchée aussi. Vous disiez que, suite à vos ateliers de sensibilisation, on sait que peut-être les jeunes d'aujourd'hui sont un peu plus informés. Disons que la violence, on en entend plus parler, c'est peut-être un peu moins tabou. Mais ce qui m'avait vraiment touchée, c'était, je crois, un enfant de 5-6 ans qui lui-même avait appelé à la Dauphinelle pour sa maman, dans le fond, pour sauver sa maman qui, elle,
voulait même pas téléphoner, mais c'est vraiment lui qui a pris en charge. Donc, ça en dit long hein, sur les enfants, leur résilience, leur force, leur courage. Les enfants sont des victimes directes de la violence conjugale. Souvent, on va entendre, oh, ils n'ont rien entendu, ils n'ont rien vu. Ils voient tout, ils sentent tout. Des fois, le processus de prise de conscience n'est pas complet selon l'âge. Mais oui, il y a des enfants qui font le 911, il y a des enfants qui vont appeler grand-père, qui vont appeler grand-mère, il y a des enfants qui vont appeler un organisme, comme ça a été notre cas, pour dire maman, et c'est nous qui allons faire le C'est 911. incroyable. Parce que ces enfants-là, ce qu'ils veulent, c'est que maman, elle arrête de pleurer, que maman, il lui arrive rien. Ils sont profondément inquiets pour maman. Donc, ils se mettent, moi j'appelle ça nos petits super-héros, là, mais il faut pas que ce soit des super-héros, c'est des enfants avant tout. Et puis avant, même dans notre accompagnement, on a beaucoup évolué. Avant, on parlait d'enfants exposés. Maintenant, on parle d'enfants, on parle de co-victimes. Des victimes, oui. Ouais, ce qui va permettre aussi qu'on ait réellement des services pour eux, des services de qualité, des recherches. Ça a l'air fou là, mais il faut intellectualiser les choses, il faut aller chercher des données là, pour que nos enfants, moi j'ai la chance que ça fait quelques années, fait que j'ai des enfants qui sont des adultes maintenant, hein, C'est et ça, vous les voyez grandir aussi, vous les... qui reviennent nous voir, des fois qui disent qu'ils veulent parler à leur intervenante parce qu'ils ont un souci d'école. Souvent, c'est l'inscription à l'école rendue au cégep, le choix de carrière. Et puis, ils demandent est-ce que je pourrais revenir. Puis, Ils ont développé un lien de confiance avec l'intervenante. et ils parlent avec leur intervenante. Donc, ils viennent nous dire, et ils viennent nous dire aussi, moi, puis j'ai un jeune homme qui m'avait dit ça, puis ça, j'avais dit, OK, j'ai dit, la job est faite. Il m'avait dit, moi, quand mes amies, là, elles sont dans des relations toxiques, je leur dis. Puis je leur dis que c'est pas un bon choix qu'elles font pour elles et puis que si elles acceptent juste ce qu'ils viennent de faire, ben, elles entrent dans un cycle et puis que ce cycle-là, ça va être très difficile d'en sortir. Donc nos enfants, nos garçons, nos filles sont des éléments de changement. C'est assez incroyable, c'est très touchant. D'ailleurs, il y avait aussi un autre témoignage à un de vos événements bénéfices, justement, d'une jeune enfant qui... mais je pense qu'elle était rendue un peu plus vieille à ce moment-là, mais qu'elle témoignait que quand elle entendait la cloche sonner à l'école, elle avait... Tous les enfants avaient hâte de rentrer à la maison, mais elle l'avait pas hâte parce qu'elle savait ce qui l'attendait ou ce qui attendait sa maman, là. Donc, ça, c'est vraiment touchant. Mais même si je connaissais bien cette famille-là, même si je connaissais bien ces enfants-là, donc on l'a invitée à venir témoigner parce qu'elle avait 18 ans. On s'était vraiment dit, ça va être percutant en fait, parce qu'on voit toujours maman, mais on voit jamais les enfants. Et elle m'a raconté, moi j'avais dit, tu viens de me rencontrer, et puis on va l'écrire ensemble, ton témoignage. Et quand elle m'a raconté ça, moi j'ai vraiment eu de l'émotion, parce que je lui ai dit, tu sais, ce que tu viens d'illustrer, tu n'avais pas peur des coups, tu voulais juste pas rentrer à la maison. Et tu l'exprimes à travers une cloche d'école, que tous les enfants sont joyeux de rentrer à la maison quand ça sonne, là. On a tous eu ce sentiment-là, c'est la fête, là, l'école est terminée. Donc j'ai trouvé que je pense que la prise de parole des victimes, femmes ou enfants, c'est ce qui va permettre à la société d'être conscient que les conséquences sont multiples. Des fois, elles sont totalement invisibles parce que maintenant, si on regarde cette jeune fille-là, ça va bien. La vie est belle, maman va bien, elle a refait sa vie, elle a un conjoint exceptionnel, les enfants ont grandi, elle Donc, vous êtes réussit. aussi témoin de belles histoires suite à l'hébergement de femmes qui étaient en situation de détresse. Puis là, finalement, c'est comme un beau dénouement à la fin. Vous êtes témoin de plusieurs belles histoires. Oui, j'ai cette chance-là, c'est comme la paye de l'année, ça. Ils partagent, il y a beaucoup de générosité, puis à chaque fois qu'on leur demande: «Viendrais-tu nous aider ou témoigner? Ça nous aiderait». Elles viennent et puis c'est aussi une manière de nous, témoigner, de l'appréciation, de l'accompagnement qu'on leur a offert. Wow. Oui, des histoires incroyables et puis on a un projet là qu'on commence à partir, où on veut justement aller documenter l'histoire de ces enfants-là, par leur propre témoignage à travers un projet qu'on fait avec une artiste qui s'appelle Christine Bourgier, une photographe. Donc ça va être d'amener un regard sur eux, pour que, on se dise:
ils sont autour de nous, ces enfants-là. Ils sont plus tout petits, hein. C'est rendu des adultes, mais ils sont autour de nous, ces enfants victimes. Puis ces enfants victimes, en ayant eu un accompagnement qui est adéquat, ça va donner des adultes résilients, comme je dis, des moteurs de changement pour la société aussi. On investit, hein. On évite. Il y a aussi les bracelets anti-rapprochement que je voulais aborder avec vous parce que on voit que ça peut être une solution long terme là, pour vraiment prévenir justement les féminicides, les homicides, parce qu'on sait que la violence, elle est encore plus grande post-séparation. Donc, qu'est-ce que vous pensez? J'étais curieuse un peu d'avoir votre opinion face aux bracelets anti-rapprochement. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution long terme pour peut-être régler ou diminuer la violence faite aux femmes? Le plus d'outils possible. Notre boîte à outils, là, en termes judiciaires, mesures de protection étaient très limitées jusqu'à la mise en place des bracelets anti-rapprochement. J'ai milité vraiment très, très Ah oui. fort. Oui, parce qu'on a eu une situation d'une femme à la Dauphinelle qui aurait pu être un de ces chiffres-là, 10 femmes, 12 femmes, 17 femmes. C'est une de mes grandes peurs, hein. Ça, je suis pas quelqu'un ultra émotif là, je fais mon travail, j'essaye de le faire avec le plus de professionnalisme possible parce que c'est pas en étant dans l'émotion. Mais à un moment donné, j'ai reçu un appel de ma coordonnatrice, de l'hébergement en Evila qui m'a dit: «Sabrina, tu sais la femme», je suis à l'aise de dire son prénom parce qu'elle a parlé, ouvertement dans les médias. Kaoula, c'est notre Kaoula. Monsieur était rentré dans son logement. Je veux dire, elle a tout fait cette femme-là, c'était impeccable. Parcours, exemplaire, parcours judiciaire, condamnation. Mais monsieur est rentré par effraction dans son logement et a tenté de la tuer. Kaoula s'en est sortie parce que c'est une femme, je dirais, elle a eu un sang-froid exceptionnel. Elle a réussi à négocier, elle a réussi à se cacher avec sa petite. Elle a échappé. Quand j'ai appris ça, il y a rien qui arrive pour rien. On rencontrait avec l'Alliance des maisons d'hébergement la ministre Lebel et on lui a tout de suite parlé des bracelets anti-rapprochement. Il se donne qu'on a eu un épisode après qui s'appelle la pandémie. Les meurtres des femmes sont en augmentation fulgurante. C'était notre grande peur, hein. Dès qu'on est rentré en confinement, on a dit: «Mon Dieu, ça va dégénérer». Ça s'est produit. Et là, on a un premier ministre qui a dit au Québec, c'est pas vrai que les femmes vont mourir. Écoutez, il y aurait pas eu la pandémie, il y aurait pas de bracelet anti-rapprochement, c'est ce que je pense. Ah oui, On aurait, peut-être dans quelques années. c'est ça, ça a accéléré le processus. Parce que on a eu une prise de conscience, parce que monsieur et madame tout le monde était devant son écran, devant le journal télévisé, écoutait la radio et c'était aux 2-3 jours là, c'était Ah oui, oui, terrible. c'était vraiment horrible. Oui. Moi, nous, dans le milieu, on disait: «Faut que ça s'arrête, faut que ça s'arrête». C'était comme un cauchemar qui arrête pas. Et puis, bah, oui, je pense que quand on a, quelqu'un qui fait des bris de conditions, quand, il va être remis en liberté, quand on pense à une remise en liberté avant procès, le bracelet anti-rapprochement, il le faut. Maintenant, il y en a pas suffisamment. À la hauteur de nos statistiques, là, faudrait multiplier par 10 ce qui est en place. Mais là, c'est arrivé au Québec. C'est au Québec, c'est dans, des régions pilotes. C'est en déploiement. Donc, par exemple, à Montréal, nous n'en avons pas encore. Là, il s'en vient apparemment, on l'aurait dans pas très longtemps. Mais c'est encore minime. Pourtant, j'aurais pensé qu'il aurait commencé avec les grandes villes. Non? Ben, nous sommes, en termes de volume assez impressionnants dans les grandes villes, donc faut le gérer. Faut qu'il y ait les corps policiers, faut qu'il y ait la centrale de surveillance. Donc, on a des enjeux là vraiment de volume. Dans d'autres endroits, on va avoir des enjeux de réseau cellulaire. On a des enjeux techniques. Donc, c'est bien d'y aller doucement. Il va y avoir une évaluation aussi qui va être faite, des résultats. Puis ensuite, il faut le déployer, puis qu'il y ait plus d'argent pour qu'il y en ait plus à la hauteur des statistiques. Voilà. Mais le bracelet anti-rapprochement, c'est une mesure. C'est maintenant, en Europe, où on a le téléphone grand danger. Ça, c'est un cellulaire qui fait que la femme a juste faire un mouvement, puis tout de suite, elle est C'est comme un localisée. bouton de panique Ouais. qu'elle a toujours avec elle, puis que... OK. Ça, c'est une mesure
vers laquelle vraiment on va mettre beaucoup d'énergie. Il faut qu'il y ait un téléphone Pa- grand danger. Parce que là, le bracelet de rapprochement, en fait, il y a un réseau autour de la femme, un périmètre là, de Mhm. sécurité. Donc, quand l'homme dépasse ce périmètre, là, c'est directement envoyé à la centrale. Qui va appeler monsieur et qui va dire vous êtes trop proche, éloignez-vous. S'il s'éloigne pas, là c'est la police qui vient tout de suite. Madame est prévenue que monsieur est dans son périmètre de sécurité. Il faut penser hein, à une région éloignée. Il y a un seul supermarché. Alors, il faut même prévoir à quel moment monsieur il a droit d'aller faire ses courses pour que madame sache que le monsieur, le samedi, de 10h à midi, il est au supermarché. Wow. C'est, C'est des choses que j'aurais jamais ouais, pensé. ça va très, très loin. Donc, pour moi, c'est un pas en avant. C'est aussi une mesure phare qui permet de dire aux femmes, on a ça de possible. Maintenant, il ne faut pas décevoir les femmes, hein, parce que la confiance des victimes envers le système judiciaire. Donc, comme je dis, il faut qu'il y en ait suffisamment pour pas qu'on soit avec des questions de budget au moment d'en attribuer un. Et il faut que ça devienne un réflexe. Parce que quand il y a des bris de conditions, toutes les enquêtes de coroner, c'est un des côtés plates de ma job. Là, je lis les enquêtes de coroner suite à un féminicide ou un infanticide, démontrent que c'est des signes, les bris de conditions. Alors, il y a Ah des oui. hommes qui passent à l'acte directement. Ça, il faut qu'on ait des mesures très spécifiques pour être capable d'accompagner ces femmes-là qui viennent pas chercher de l'aide, qui viennent pas vers nos ressources, notamment en leur disant tu veux pas aller en maison d'hébergement, on va t'accompagner dans la communauté. C'est mieux ça que rien, là. Mais il faut pas décevoir les victimes parce qu'elles en ont entendu parler, comme du tribunal spécialisé. Il faut que quand elles arrivent dans le système de justice, qu'elles puissent accéder à cette mesure de protection. Par contre, aussi, ce que je trouve incroyable, c'est que la violence est faite aux femmes, mais c'est elles qui doivent se cacher. Mais pourquoi c'est pas l'homme qu'on enferme dans une maison? C'est pas la première fois. Moi, j'ai essayé toujours de me dire, regardons ce qui se fait ailleurs. Je vais prendre l'exemple de la France, que j'ai beaucoup regardé. En France, on a ça. C'est-à-dire que ces mesures d'éloignement, monsieur, il n'a pas le droit de venir au logement. Plusieurs féminicides ont eu lieu parce qu'il savait elle était où. Donc, a priori, quelque chose qui nous semble une mesure logique, il faut vraiment l'évaluer en fonction de la situation. Pas tous les hommes qui vont tuer leur ex-conjointe, hein. C'est pour ça que je dis qu'il faut peut-être doser. Il ne faudrait pas non plus que cette mesure-là en Europe, pourquoi elle a été pensée? Pour des raisons d'argent. Il n'y en a pas assez de maisons d'hébergement à la grandeur du problème qu'ils ont spécifiquement en France. Ils n'ont pas développé un réseau comme au Québec. Il n'y en a pas de maison, il n'y en a pas de place. S'il y en a, c'est mélangé, des clientèles qui sont mélangées. Donc, je suis d'accord. Moi, je suis plus que si quelqu'un est dangereux, il reste en prison. Oui. Ça serait la solution ultime. Mais on sait que même le temps de prison, je veux dire, On évite les peines bonbons. Une tentative de meurtre, c'est une tentative de meurtre. Un meurtre, c'est un meurtre. On éloigne tout le côté. Tous les gens qui ont des problèmes de santé mentale ne tuent pas d'autres personnes. On a vraiment une de conscience de ce phénomène et c'est là qu'on va déconstruire pour les générations futures. On travaille sur les rapports égalitaires. Vous voyez, il faut y aller par strates. Il ne faut pas penser qu'avec une réponse, on va réussir à solutionner. Donc oui, ça pourrait être... Il y a des femmes qu'on accompagne qui retournent au logement, hein. On fait toute une évaluation avec elles. Elles restent à, OK, on met en place un système d'alarme. Monsieur, il a été arrêté. Monsieur respecte bien ses interdits de contact. Monsieur fait un accompagnement spécialisé de responsabilisation face à ces comportements violents. On a plein d'assurances. Et puis, madame, elle est bien équipée. Elle va être capable de demander de l'aide quand c'est nécessaire. Donc, on le fait OK. avec des mesures de sécurité, pas directement. C'est ça que ma crainte des fois, c'est quand les femmes elles disent je veux pas quitter la maison. C'est vraiment là que et plusieurs féminicides qui ont eu lieu malheureusement, c'est des femmes qui ont été pas du tout cherchées de service. Monsieur, il n'avait jamais commis rien et il passe de rien
au féminicide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien à la maison. Il n'y a rien au terme, je m'excuse, je vais préciser, judiciaire. On n'a rien au dossier Ça avait jamais criminel. été dénoncé, ces comportements. Et il y a on sait qu'il y a des choses à retenir. Consommation, chantage au suicide, idées suicidaires très, très ancrées, tentative de suicide, volonté de réconciliation très, très forte, distorsion de la réponse. Madame a dit: «Je veux me séparer», puis il dit qu'il va fêter C'est ça, Noël. donc il y a des petits signes précurseurs là, qui... Tout à fait, tout à fait. Les femmes, là, elles ont une grande force, c'est leur petit drapeau. Puis des fois, quand je parle avec certaines, je dis: «Mais pourquoi tu...» Elle me dit: «Je l'avais, mon petit drapeau, il était levé». Mais elle me dit: «Sabrina, je vais pas briser la famille». Puis je me dis, quand nous-mêmes, si on regarde dans notre vie privée, à chaque fois qu'on a dû quitter un amoureux, même quand il y avait pas de violence, c'est très difficile. Oui, c'est très difficile, surtout quand l'entourage nous dit: «Ah, tu sais, peut-être qu'ils voient les drapeaux rouges, là, justement, puis nous, parfois, on veut pas les voir ou on n'est pas prêt à les accepter». Puis je pense que c'est pour ça que ça doit venir de nous, cette décision. Puis, tu sais, la même chose, pourquoi faut pas juger une femme victime de violence conjugale? Parce que tu n'es pas à sa place. Tu sais, on n'est pas à sa place, on sait pas comment elle pense, on sait pas... Justement, tu sais, elle pense à sa famille, elle pense à ses enfants, elle veut pas les changer d'école, peut-être. Tu sais, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Donc, c'est pour ça que nous, d'un œil externe, je crois qu'il faut pas juger cette situation. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, mais le jugement, c'est facile, hein. C'est comme Oui. un réflexe de l'être humain. On va les juger, on va les regarder. C'est ce qu'on va dire là, live, comme ça. Reculons, Mais ça, parce regardons. que souvent, on va dire: «Ah, mais c'est ta faute, c'est toi qui restes avec un homme violent», mais c'est pas ça la réalité. Et puis la violence, elle a plusieurs formes, hein. Elle peut être physique, psychologique, économique, sexuelle. Donc, il y a plusieurs formes aussi, là. Donc, Puis c'est pas du jour au lendemain, hein. C'est c'est un ça. processus qui se met en place avec une prise de pouvoir sur l'autre. Puis moi, souvent, je dis, on a l'impression d'avoir une femme libre en face de nous, ben, une professionnelle, drôle, engagée dans sa communauté, puis elle a complètement privé de sa liberté, complètement. Elle, là, il y a quelque chose en arrière qui fait qu'à chaque heure où elle reçoit des appels au travail, elle reçoit des textos multiples, elle doit tout le temps justifier. Donc à un moment donné, cette personne-là qui était drôle, brillante, elle commence à s'éteindre parce que elle sait plus qu'elle est drôle et brillante, qu'elle est une personne de qualité. Donc c'est et moi je vois des transformations physiques, hein. Là, on a accompagné une femme, elle est arrivée, c'est pas qu'elle était, elle était abîmée. Elle était jeune, mais avait l'air d'avoir 10 ans de plus. Physiquement, elle avait vraiment un problème de santé. Puis là, elle nous a quittés 8 mois après et je lui ai dit: «Tu es belle». Je lui ai dit: «Tu belle, hein». Je pense que toutes les femmes sont belles. Puis je dis: «Mon Dieu que tu es belle!» Comme la peau, les yeux sont redevenus brillants. Un regain de confiance qui se transmet à l'extérieur. Physiquement, il y a eu Ouais. une renaissance. Elle a repris le contrôle de son corps, hein, de son âme, de ses envies, et le sourire est revenu. Du coup, elle s'est remise à être, rayonnante et voilà, faut souligner cette, alors une victime ne reste pas une victime, je le disais tout à l'heure, mais en plus, elle va devenir quelqu'un de très fort et quelqu'un de positif pour sa communauté, Oui. vraiment. Wow, c'est vraiment touchant, ces beaux témoignages-là. Je voulais également parler, vous avez le 28 septembre prochain, votre événement bénéfice, en fait, qui vient clôturer le financement de la Maison d'Evelyne, dans le fond, l'hébergement deuxième étape. Je voulais qu'on en parle un peu plus davantage pour ceux qui, justement, aimeraient participer à l'événement ou qui aimeraient faire des dons, que ce soit financiers ou pour l'encan. Donc, parlez-nous un peu de la soirée. Puis en plus, je suis tellement excitée parce que je suis sur le comité organisateur cette année. Donc, j'essaie de faire connaître la cause, de faire connaître ce bel événement-là. Donc ça, je voulais vous entendre un peu plus. Bah, d'abord, Sabrina, je tiens à vous remercier, là, Mais vraiment, non, ça fait parce plaisir. que des femmes engagées dans la communauté et des hommes, on a la chance d'avoir les 2, c'est ce qu'on a besoin, nous, de relais. Dans le milieu des affaires, dans le milieu civil, chez monsieur, madame, tout le monde, on a besoin de relais.
Donc oui, nous, on a la chance d'abord d'avoir un ambassadeur assez exceptionnel qui est Olivier Perret, chef du Renoir, ambassadeur aussi de Air France maintenant. Je suis super fière de lui. Olivier, ce qu'il fait comme chef, c'est qu'il appelle ses amis et il les réunit. Puis c'est tout le temps, les gens me disent que c'est exceptionnel ce que nous avons. C'est vraiment, nos chefs sont des bénévoles. C'est incroyable, ça nous coûte quasiment rien, nourrir 300 personnes. D'ailleurs, l'année passée, à votre événement, c'était la même formule, puis je peux vous garantir qu'on mange très bien. Vraiment, c'est un bel investissement parce que c'est aussi la scène gastronomique exceptionnelle de Montréal. Là, vraiment, Exactement. je suis une foodies et puis j'ai Ah, jamais le moi temps de aussi. manger. Mais à chaque fois, après, je retourne dans leur restaurant. Mais on fait ça, on offre vraiment, c'est un cocktail, c'est pas dînatoire, c'est un cocktail en station. Et puis l'idée, c'est vraiment, nous, on fait un seul événement par année. On remercie nos grands donateurs. C'est quand même une campagne de 2 millions de dollars. Au moment où on se parle, on est à 1,4, presque 1,5 million. Il nous reste 500 000 à trouver. Idéalement, on va réussir là au cours des prochaines semaines. Nos amis viennent, nos partenaires, nos donateurs viennent. C'est 300 invités que nous recevons avec plaisir, comme la famille un peu. Je pense que une des marques de cet événement-là, c'est que c'est vraiment des retrouvailles. Alors, l'année passée, c'était spécial parce que c'était notre premier depuis 2019. Il paraît qu'on ne pouvait pas se réunir. Donc, on a retrouvé nos amis. Puis moi, ça a été une vague d'amour, là. Vraiment, les gens, je voyais le plaisir d'être là. Ensuite, on fait un encamp aussi qu'on va mettre en ligne une semaine à peu près. Fait que même des gens qui sont à l'autre bout du pays ou de la province peuvent encanter. Et puis, il y a toujours de très, très beaux lots. On fait notre mur de l'espoir, c'est-à-dire d'acheter brique par brique, des briques Oui, j'adore symboliques. ce mur d'espoir. C'est vraiment un beau concept. On peut mettre un petit mot d'espoir sur la brique et puis nous, on va l'amener à notre inauguration. La Maison d'Evelyne, on prévoit qu'elle s'ouvre à l'automne 2024. Donc, on va amener notre mur avec nous lors de l'inauguration. Donc, c'est vraiment, je dirais, un moment pour amener la communauté à nous soutenir directement. Ça, c'est très clair. C'est une levée de fonds. Mais c'est aussi un moment où on dit à nos grands partenaires, on a la chance d'avoir des grands partenaires, merci. Merci. Puis aussi de passer des messages de prévention. On a toujours un témoignage, on a toujours une femme qui généreusement vient partager son histoire. Et puis on a du fun. C'est une soirée festive, je dirais, Ah étonnamment. oui, tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est vrai, comme vous dites, tu sais, on sent vraiment les gens, ils viennent se rencontrer. C'est une belle soirée. Les gens sont de bonne humeur. Ils se mettent une belle petite robe de soirée. Non, c'est vraiment un bel événement. Donc, pour ceux qui aimeraient en connaître davantage, ils peuvent aller sur le site de la Dauphinelle, donc ladauphinelle.org. Il y a tous les détails de l'événement. Bien évidemment, ceux qui me connaissent personnellement peuvent me contacter pour que je leur envoie plus d'informations à ce sujet. Mais je pense que c'est important que ce soit de manière individuelle ou même si vous voulez en parler à votre employeur. Certaines entreprises qui veulent peut-être faire un don ou acheter une table pour l'événement. Je trouve que c'est une cause qui est tellement noble, puis c'est à nous maintenant de faire notre petite part. Nos ambassadeurs. Moi, je dis Exact. toujours Nos ambassadeurs, nos exactement. ambassadrices, nos relais dans la communauté. Puis je dis, chaque geste compte, hein. Des fois, ça peut paraître beaucoup, là, mais non, chaque geste compte parce que c'est plein de petits gestes ensemble qui vont faire qu'on va atteindre notre objectif. Sabrina, on arrive presque déjà à la fin du balado, ça passe très vite. Puisque le balado s'appelle Entre tête et cœur, il y a toujours une question que je pose à mes invités. Vous, est-ce que vous prenez plus vos décisions avec la tête ou avec le cœur? C'est mon cœur qui va faire que la question qui m'est posée ou la problématique, je la regarde. Par contre, c'est ma tête qui va prendre des décisions parce que des fois, si on est trop, je dirais, dans l'émotion, oui, on va donner une réponse, mais elle va pas avoir d'impact. Donc, j'ai vraiment... Par contre, j'essaye toujours de garder mon cœur au centre. Alors, des petites choses que ça, je pourrais dire, oh, je m'y intéresse pas. Non, je vais m'y intéresser si la personne, ça va faire une différence pour elle. Mais c'est ma tête qui prend des décisions.
avec mon cœur au milieu. Mais c'est ça, ça se ressent que vous êtes une personne de cœur, mais que c'est ça, vous êtes très, comme vous disiez, là, très professionnel dans votre travail, très rationnel aussi. Donc, c'est une très belle réponse. C'est bien d'allier cœur et tête. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous laisser maintenant un petit moment, si vous voulez parler, donner plus d'informations sur comment les gens, par exemple, peuvent donner ou peut-être la ligne SOS violence conjugale. Donc, c'est un petit moment où si vous voulez parler de quelconque sujet. Mais je dirais que peut-être que j'adresserais, on a parlé du site internet, mais je dirais vraiment toute l'information sur la Dauphinelle, que ce soit les services ou l'événement, se retrouve sur nos réseaux sociaux. Donc Oui, c'est sur vrai. Facebook, Oui. LinkedIn, Instagram. Donc, c'est la Dauphinelle collée. Oui, c'est vrai, vous êtes sur Instagram, sur Facebook. D'ailleurs, il y a beaucoup d'informations. Merci de le mentionner. Pour les femmes aussi qui se poseraient des questions, ou l'entourage, de nous regarder, de regarder aller le quotidien de la maison, ça peut vraiment être intéressant. L'événement, on va partager. Là, justement, on va mettre de l'avant nos chefs, on va mettre de l'avant les surprises qu'on va avoir, toute la thématique de la soirée. Donc ça, vraiment, le site internet est transactionnel. Donc on peut acheter tout de suite Parfait. notre billet, puis on a sa place de réservée. Il faut y aller parce que 3 ans de place, ça part vite malgré tout, là. Donc voilà, je dirais que C'est tout. excellent. Puis, dans le fond, pour une femme qui qui aimerait contacter une ligne d'appel, donc, ou même un proche qui s'inquiète pour une amie ou quelqu'un, donc, vous suggérez toujours la ligne SOS violence conjugale. Donc, ça, c'est la première ligne d'entrée, là, si on veut. Toujours SOS. C'est sûr que vous pouvez nous appeler. Nous avons nous-mêmes notre propre ligne d'écoute et de référence si on n'est pas dans l'urgence. Si c'est vraiment, on est dans l'urgence, là, faites SOS. Si vous êtes en danger, vous faites le 911. OK. Vraiment, si vous pensez que quelqu'un est en danger autour de vous, il n'y a pas de mauvaise décision. On fait le 911, on donne l'adresse de la personne, on fait que les secours aillent vers elle. Donc, c'est vraiment l'entrée la plus facile. Nous, quand on nous appelle, je peux vous donner le numéro 514-598-7779. On va tout de suite s'assurer de la sécurité de la personne et puis on va aussi la référer vers les bonnes ressources. Ce qui est bien de SOS Violence Conjugale, c'est que c'est à la grandeur du Québec. Donc, où que vous soyez, vous allez avoir une réponse par une maison de votre région. On est plus d'une centaine cachés dans vos quartiers. On est là. C'est un très beau réseau. Donc, il faut l'utiliser au maximum. Mais merci de le rementionner. Donc, tous les liens vont être disponibles et les numéros de téléphone sous la publication du balado. Sabrina Lemelletier, encore, merci beaucoup de vous être entretenue avec moi aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment touchant. Puis, ça nous donne espoir qu'ensemble, là, on peut se battre contre la violence faite aux femmes et aux enfants. Mais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et en espérant que vous allez participer à l'événement du 28 septembre prochain. Au moment de la diffusion de l'épisode, l'événement va être environ à 1 mois. Donc, espérons qu'il n'y ait plus de billets, mais s'il en reste, gâtez-vous. Puis, comme on disait, les prix d'encan sont toujours les bienvenus, que ce soit pour un restaurant, une soirée de spa ou quoi que ce soit. Là. Je veux dire, on accepte tout. Il n'y a pas de petits dons. Donc, merci beaucoup. Puis, on se revoit le mois prochain pour un nouvel épisode de Entre tête et cœur. Merci beaucoup.